bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Alors le premier intervenant, c'est pas souvent facile non plus, parce qu'effectivement, faut lancer la salle aussi. Donc j'espère que la conférence vous plaira. L'idée aujourd'hui, c'était effectivement, avec Christophe, c'était d'échanger avec vous sur une thématique de micro-influence. Effectivement, c'est un point qui est intéressant pour de plus en plus de marques, qui devient de plus en plus prégnant pour les marques. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'avec les systèmes de pub classiques, avec les systèmes d'adblock, tous les internautes que nous sommes ne regardons pas forcément ces éléments-là, et derrière, il y a de moins en moins d'interaction, et que finalement, en passant par des personnes, des tiers, eh ben, effectivement, pour les marques, c'est des choses qui sont de plus en plus intéressantes. Alors forcément, quand je suis venu ici, j'ai regardé, et puis je me suis dit, tiens, Strasbourg, alors ouais, vous le voyez, Strasbourg, forcément dans l'image d'Épinal, eh ben, c'est plutôt ça, ce qu'on recherche sur Google. Mais forcément, de plus en plus, c'est aussi des éléments très différenciants, et même des journaux locaux, alors aujourd'hui, c'est votre grand journal régional, hein, les DNA, je crois, parlent aussi de ces influences. Et on s'aperçoit que même d'une manière classique, cette influence qui était avant cantonnée dans un univers très digital, en fait, devient aussi de plus en plus dans les médias classiques. Et donc, régulièrement, les journaux parlent des influenceurs locaux et de ces personnes qui sont mises en avant. Vous avez aussi, alors là j'ai fait une petite recherche, hein, alors c'est pas forcément quelqu'un de référent, je ne sais pas, peut-être après pour les spécialistes de l'irréfutation ici, mais quand on regarde, vous avez aussi des blogueurs locaux qui font aussi une sélection des meilleurs blogueurs de Strasbourg. Donc vous ayez très facilement, vous avez accès en tant que marque à une sélection d'influenceurs. Et puis voilà, vous avez, donc là je l'ai choisi une au hasard, hein, c'est une influenceuse, et donc forcément c'est des personnes qui très facilement, quand vous regardez, quand vous êtes une marque et que vous vous intéressez au niveau local, là forcément j'ai vu sur Strasbourg, mais vous pouvez être ça dans toutes les régions, vous pouvez avoir effectivement une interaction très facile avec ces personnes qui sont aujourd'hui disponibles. Le point sur lequel je voulais revenir aussi avec vous, c'est parce qu'on parle beaucoup d'influence, et c'est souvent des choses très mécaniques. On a parlé des outils tout à l'heure avec des systèmes de veille, mais il y a un point pour moi qui reste essentiel dans le métier, qui sont liés au social, c'est l'émotion. Parce que effectivement, si au bout d'un certain nombre d'années, quand on est dans les médias sociaux, on perd cette notion d'émotion, d'intérêt vis-à-vis des autres, ben finalement, en fait, on le sent aussi dans les tweets. Et je dis toujours à mes community managers, faites attention, parce que même dans un tweet de relation client, même dans un tweet classique, eh ben, on sent cette envie. Et si vous perdez cette émotion, cette envie d'aller vers les autres, eh ben, derrière, ça se sent aussi sur les médias sociaux. Donc ne jamais oublier cette partie émotionnelle sur les médias sociaux, avec les histoires qu'on raconte. Hein, on vous donne souvent, en tout cas nous, on nous donne souvent des communiqués de presse à diffuser. Eh ben, il y a aussi trouver la bonne accroche pour les personnes qui vont recevoir ces éléments-là. Mais il y a aussi, alors ça je le mets toujours parce que je suis quand même à la poste, et donc on a des belles images comme ça qui sont sur les calendriers. On a eu encore hier sur Instagram un petit chien qu'on a mis en disant éventuellement la future star des calendriers. Cette partie-là, elle est aussi, non pas uniquement pour l'émotion, mais elle est aussi sur la partie donc engagement. Parce que derrière, quand on diffuse une information, il peut y avoir de l'émotion, mais il faut aussi aller chercher les gens. Il faut aller trouver ces personnes qui aujourd'hui ont envie d'échanger avec cette marque, qui sur une thématique particulière ont envie d'échanger avec cette marque. Alors bien évidemment, ça peut se passer nationalement, mais surtout de plus en plus, ça se passe localement. Mon propos aussi est de dire, si vous voulez, par rapport à ces éléments-là, alors mathématiques et micro-influence, mais je veux dire aussi qu'il y a encore des grands influenceurs en France qui sont par des thématiques. Alors là, je vous ai cité l'exemple de Philou Sport, qui est un blogueur, enfin plutôt un influenceur, on va dire, sur les médias sociaux autour du sport, et qui se situe en Corse. Et puis, vous voyez, en fait, typiquement, alors c'était un imprimé écran il y a quelques semaines, mais maintenant il a 126 000 followers sur Twitter. Donc c'est une personne qui était très présente avec les gifs animés, qui le fait de moins en moins pour des questions de droit, mais qui est encore très influent sur la partie relationnelle, sur la partie sportive. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément, on se dit, tiens, c'est quelqu'un qui doit être très difficile à approcher. Et vous voyez, en fait, là, dans le cadre d'une OP assez simple, je l'ai contacté en messagerie privée parce que je le contacte assez régulièrement, et je lui proposais, dans le cadre d'un timbre qu'on faisait sur le PSG, éventuellement de partager avec sa communauté. Et en 5 minutes, il a fait un jeu concours, il a diffusé ça auprès de sa cible, et puis derrière, on a eu un certain nombre de personnes qui ont répondu, et lui, il a fait un certain nombre de tweets autour de cette opération-là. Donc c'est aussi pour vous dire que ne pas non plus, on parle beaucoup des micro-influenceurs, et je vous en parlais tout à l'heure, mais ne pas oublier non plus un certain nombre d'influenceurs qui, de par en fait l'expérience, de par la proximité que vous pouvez avoir avec eux,
par rapport à l'historique, c'est aussi important de se dire que souvent les micro-influenceurs vont devenir souvent pour une partie des influenceurs notoires nationalement, et qu'il est toujours intéressant pour une marque d'être là au début de leur montée en puissance. Et donc typiquement Philousport, ça fait des années que je le suis, et donc forcément je ne vais pas lui demander toutes les semaines de me faire un jeu pour moi. Hein. C'est pas ça, c'est de se dire qu'à un moment donné, bah, tiens, j'ai un truc qui peut être sympa pour lui, et lui il peut animer aussi sa communauté. Voilà. Il y a aussi des relations de proximité forcément qui se font quand on est dans le social média. Et donc voilà, typiquement avec Fred Cavazza, depuis des années, on se côtoie. Et dans le cas d'une autre précédente conférence où j'avais fait aussi sur cette thématique-là, en fait, souvent on prépare, pour les intervenants, on prépare nos conférences un peu au dernier moment. Il m'avait demandé si effectivement ça s'était bien passé dans ma préparation pendant la nuit. Donc, vous voyez, c'est des éléments, quand je parlais d'émotion, d'engagement, c'est des choses qui se passent comme ça au fur et à mesure. Et des gros influenceurs, c'est des choses qui se font au quotidien. Maintenant, forcément, ça dépend aussi du secteur dans lequel vous êtes. Forcément, quand vous êtes sur le secteur aujourd'hui de la beauté, de la mode, c'est des choses qui sont de plus en plus compliquées à travailler, puisque c'est souvent de plus un monde qui est de plus en plus professionnel, des gens qui sont habitués par rapport à des marques à avoir en fait des rémunérations assez conséquentes. Et donc, bien évidemment, en fonction du secteur dans lequel vous êtes, le mode de fonctionnement doit être le plus simple. Alors, je ne sais pas si vous voyez, moi je ne le vois pas en tout cas, si on voit les choses en dessous, je peux m'approcher ici. Voilà. Donc en fait, vous voyez que là, pour certains, dans la partie mode, le premier item qui remonte pour les blogueurs, c'est la rémunération. Donc, vous voyez, quand vous êtes forcément sur la partie mode, si vous voulez arriver en disant bah, tiens, est-ce que tu peux me faire ça gratuitement, les choses sont plus compliquées. Mais vous voyez que très rapidement derrière, en fait, les autres items sont plutôt des items d'intérêt du contenu, du relationnel avec la marque et de l'adéquation entre la marque et les produits et le blogueur. Et donc on peut quand même arriver toujours à trouver des personnes qui sont en phase, même si on est sur des blogueurs sur des thématiques. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile en fonction des marques. Bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, l'influenceur et le micro-influenceur peuvent être des fois les mêmes personnes, mais surtout sur lesquels des fois on peut avoir des différences, c'est aussi en fonction des réseaux sociaux. Christophe l'a dit tout à l'heure, de plus en plus, une difficulté pour les marques aussi, c'est qu'on arrive sur des médias sociaux qui sont aujourd'hui de plus en plus fermés. Si on prend l'exemple de Snapchat, aujourd'hui, en tant que marque, vous n'avez aucune information sur la viralisation des posts que vous faites avec un influenceur. Ça reste dans un univers très fermé. Et donc finalement, en fait, vous avez en fait une difficulté par rapport au ROI dont on parlait tout à l'heure pour une marque à justifier en disant mais je vais travailler cet influenceur sur Snapchat. Ok, on va vous dire ok, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que j'ai des clics vers mon site? Bah non, parce qu'il n'y a pas forcément de ces éléments-là, même si certains influenceurs arrivent à le faire. Mais globalement, on arrive de plus en plus difficilement à justifier, à trouver un intérêt pour justement avoir des retours sur investissement. Alors là, je vous ai mis une segmentation qui est faite pour niveau américain sur se dire quels sont les types d'influenceurs sur Twitter notamment. Et vous voyez qu'en gros, il y a une classification qui est au-dessus de 1000 followers jusqu'à 100 000. Alors moi, je pense qu'on a un peu moins. En France, on serait plutôt autour de 1000 à 50 000. On va dire qu'ils sont sur une population vraiment de micro-influenceurs. Et au-dessus de 50 000, on commence à être vraiment sur des influenceurs importants. Mais c'est des choses qui évoluent aussi. Et bien évidemment, un influenceur, je parlais tout à l'heure donc de Philousport. Philousport qui était très connu sur les gifs animés, évolue aussi dans son contenu. Et c'est aussi des choses qu'il faut suivre. Parce que peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un qui était soit influenceur ou micro-influenceur sur une thématique, si vous ne le suivez pas, par exemple, c'est souvent le cas des étudiants. Les étudiants sont très présents dans leurs études. Et puis une fois qu'ils passent dans l'activité quotidienne du travail, ils ont moins de temps de bloguer. Et finalement, c'est des éléments qui vont être un peu moins intéressants en termes d'activation. Donc c'est aussi des choses qu'il faut évoluer et suivre d'une manière assez conséquente. C'est intéressant aussi pour les marques, les micro-influenceurs, parce qu'ils ont, comme on peut le voir sur ce graphique-là, il y a des différences d'engagement. Quand vous avez une communauté qui est de moins de 10 000 on va dire, abonnés, vous arrivez quand même à avoir des relations de proximité avec les personnes que vous avez en face de vous. Vous êtes quand même beaucoup plus, vous connaissez, souvent c'est des populations qui sont plus en phase avec vous, qui interagissent avec vous, c'est assez régulièrement les mêmes personnes. On sait que
l'ensemble de vos communautés, des personnes qui vous suivent vont pas interagir avec vous, c'est souvent les mêmes personnes, et vous arrivez à avoir des relations de proximité, et même des fois, vous organisez des rencontres, enfin voilà, il y a des choses qui se passent. Forcément, quand vous montez en puissance et vous avez 50 000, 100 000 personnes, eh ben, vous avez de moins en moins cette relation de proximité avec ces personnes. D'où l'intérêt pour une marque aussi de se dire que comme le taux d'engagement est plus intéressant, autant aller chercher des plus petits influenceurs locaux qui sont plus en phase avec leur communauté, qui vont interagir avec les personnes qui sont dans leur communauté pour ensuite vraiment engager. Alors certes, on va arroser si on fait un gros influenceur, mais finalement le taux de satisfaction, on va dire, des gens qui vont recevoir le message est pour nous beaucoup moins intéressant. Je vous ai mis quelques avantages de travailler avec ces micro-influenceurs. Bien évidemment, c'est la proximité avec ces lecteurs. Si vous travaillez, je vais vous citer quelques exemples qu'on a fait pour la Poste, mais si vous travaillez avec des influenceurs sur Strasbourg ou sur la région Alsace, forcément, vous avez une proximité géographique qui va faire que peut-être que même que vous allez rencontrer. Et donc finalement, les choses vont mieux se passer. Donc nous, on préfère travailler localement, comme ça, par grande région, par grande ville, pour se dire, voilà, au moins sur cette partie-là, on va pouvoir démultiplier notre discours, soit en l'adaptant même, en se disant, voilà, ce qu'on va diffuser, il va être spécifique à cette région. Par exemple, on a fait des timbres, alors c'est vrai, je ne l'ai pas cité dans les exemples, mais des timbres qui étaient sur les nouvelles grandes régions. On a envoyé ça à des community managers des régions, personnellement. On a envoyé ça à des influenceurs des régions. Et donc, finalement, c'est des choses qui leur permettent d'avoir un échange de proximité avec leurs lecteurs. L'écoute échange direct, ce que je disais tout à l'heure, et le discours authentique. Ça, c'est aussi des choses qui est souvent intéressante pour nous, c'est de leur laisser la capacité aux influenceurs de prendre les contenus qu'on leur propose et de les adapter à leur communauté. Pour certaines marques, c'est des fois difficile parce qu'on demande en fait à certains cadres en disant voilà, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Nous, on est assez libre auprès des influenceurs pour que derrière, ils aient la capacité de prendre ce que vous leur donnez et de le donner à leur communauté et de l'adapter à leur communauté. Donc là, voilà, c'est aussi revenir sur ces éléments-là, sur la capacité, ce que voit leur réseau comme un lieu et comme, où ils peuvent retrouver et échanger avec leurs amis facilement, et ce que voit leur réseau comme une source de revenus complémentaires ou même principale. C'est vrai que de plus en plus, il y a une monétisation en fait, des relations avec les influenceurs, même sur certains micro-influenceurs. Hein, ils vont vous dire, je vois pourquoi je vous ferai ça gratuitement. Donc c'est aussi un travail important. En tout cas, nous, à la Poste, on travaille alors, de temps en temps, effectivement, une rémunération, on va dire, mais qui n'est pas une rémunération pécuniaire, c'est un échange, on va dire, soit de visibilité, soit en fait qui leur permet de faire des jeux concours. Mais il y a aussi besoin d'éduquer aussi les influenceurs quand ils débutent, parce que derrière, ils ont souvent une image des gros influenceurs comme les youtubeurs qui gagnent plusieurs milliers d'euros. Et très facilement, ils vont vous demander une monétisation de ce que vous allez voir échanger avec eux. C'est aussi une évolution, ces micro-influenceurs, c'est une évolution de chacun de nous. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit de plus en plus que les communications qui vous sont données, les communications globales en fait, d'entreprise, sont de moins en moins acceptées par tout un chacun. Et finalement, on s'aperçoit que les communications qu'on accepte de plus en plus, ou plus facilement, en tout cas sur lesquelles on est plus en attente, c'est les communications qui viennent du local. Voilà. Donc d'où l'intérêt de passer aussi par ces influenceurs, parce que vous pouvez avoir une strate nationale qui va vous donner une communication sur laquelle on est sûr que 9 Français sur 10 a vu votre communication. Mais l'intérêt, c'est effectivement aussi d'accompagner cette communication, on va dire 360, sur je l'ai vu dans ma pub sur TF1, je la vois en fait en local, adaptée aussi par les médias sociaux. La difficulté de travailler avec des micro-influenceurs, c'est que justement, ce n'est pas leur métier. Et ils ne sont pas non plus disponibles à 100%. Et donc, forcément, ça demande aussi un mode différent d'organisation dans l'entreprise, parce qu'ils sont souvent disponibles le matin avant de partir, le midi éventuellement en mangeant, et le soir après leur travail, quoi. Et donc, si vous envoyez des messages où vous voulez les contacter à 15h30 ou à 10h30 le matin, forcément, ils sont au travail, ils ne sont pas disponibles. Donc, c'est aussi dans l'organisation d'entreprise un mode de relation différente avec eux, parce que derrière, ils sont un peu moins disponibles. Et donc, comme ils sont moins aussi disponibles, il faut être extrêmement percutant dans les éléments qu'on leur apporte, vraiment par rapport à leur blog, en leur disant voilà comment nous on voit les choses, qu'est-ce que tu en penses, enfin, être vraiment dans l'interaction avec eux. Et donc, on voit effectivement, eux, leurs attentes dans la vie de tous les jours, c'est le contenu, bien évidemment, c'est le contenu qui prime pour ces micro-influenceurs. Ils ont aussi une partie de leur temps sur les contacts avec les lecteurs,
la recherche de partenariats. Et donc, c'est aussi pour ça que je vous disais tout à l'heure, nous, souvent, on intervient aussi en leur disant, ben voilà, on permet avec ce jeu, avec les éléments qu'on t'amène, de faire un jeu concours ou d'animer ta communauté, parce que souvent, ils ont un peu de mal à le faire. On sponsorise aussi un certain nombre de posts quand on veut mettre en avant leur discussion. Le travail sur les réseaux sociaux, ils ont aussi une veille et puis une relation avec les marques. Donc vous voyez que ce n'est pas quelqu'un qui est non plus à 100% sur ces éléments-là. Et donc il faut vraiment prendre en compte dans la gestion. Souvent, c'est en plus une démarche plus longue qu'une démarche avec un influenceur, qu'un attaché de presse, par exemple. Et ben derrière, vous êtes obligé d'aller attendre qu'il vous réponde donc le lendemain ou le surlendemain. Et donc souvent, c'est des démarches un peu plus longues que d'habitude à travailler avec les micro-influenceurs. Alors, je vous ai pris un exemple strasbourgeois aussi, parce que j'essaie de localiser aussi. Alors, je ne dis pas forcément que c'est les influenceurs à chaque fois. Hein, j'ai essayé de prendre des gens qui parlaient aussi du sujet. Par exemple, si je prends de cette personne qui s'appelle Maurice Style, alors, je ne sais pas si c'est vraiment la prononciation qu'il faudrait avoir, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est présent sur les médias sociaux et qui a écrit même un article récemment sur le sujet de la rémunération de ce qu'il fait. Et il a même classé, en fait, pour lui, parce qu'il a suivi, à mon avis, cette évolution, le mode de rémunération qu'il a eu dans le cadre de ses posts sur Instagram notamment. Et il indiquait que, alors aujourd'hui, il est au-dessus de 10 000, je crois que c'est 12 000 comme on le voit, et qu'aujourd'hui, il était, je crois, entre 250 € le post. Donc, vous voyez, extrêmement rapidement, on s'aperçoit que des blogueurs, influenceurs, je ne sais pas si vraiment c'est quelqu'un de très connu sur le territoire, mais quelqu'un qui finalement, on aurait pu se dire, il y a un an, commencer un travail avec lui, avec la marque sur la partie lifestyle, hein, j'imagine avec lui. Finalement, quand cette personne commence à monter, on arrive quand même à avoir des relations de proximité avec lui. Mais vous voyez, même ce niveau d'influenceur, qui est quand même donc 12 000 abonnés, qui n'est pas non plus un truc délirant, il est déjà dans un mode de bon fonctionnement en rémunération. Donc là, c'est la dernière étude qui a été diffusée par le blog du modérateur assez récemment. L'idée, c'est des chiffres qui sont assez conséquents, mais c'est de vous dire aussi que dans le mode de fonctionnement d'une entreprise, de plus en plus de marques intègrent dans des grandes campagnes, plutôt que de faire l'ensemble sur des grands médias nationaux, une partie conséquente des budgets médias dans une relation influenceur. Donc là, vous voyez, c'est des systèmes donc, plutôt aux États-Unis et en Angleterre, mais c'est de se dire, par exemple, si on prend l'exemple du graphique de droite, c'est qu'il y a certaines marques qui 10% on va dire, des marketeurs sur la beauté et la mode, il y a plus de, je crois, c'est 60% du budget qui est consacré à la partie marketing et influence. Et donc ça veut dire quand même qu'il y a aussi dans certaines marques vraiment un changement vraiment d'organisation, puisque bien évidemment le mode de fonctionnement n'est pas le même. Alors on pourrait assimiler ça de la relation publique, mais le mode de fonctionnement unitaire avec les influenceurs, et surtout quand on dépasse avec les parties micro-influence, demande une démarche beaucoup plus conséquente. Mais en tout cas, c'est important de se dire, quand on fait une démarche marketing, de communication, c'est de se dire que le budget doit être dès le départ mis sur une partie marketing d'influence, et le budget et la réflexion aussi stratégique doit se dire, je n'attends pas que ma campagne soit finie pour dire qu'est-ce que je fais avec les influenceurs. C'est dès le départ, quand je suis dans le cadre du brief, j'intègre en fait ces éléments d'influence. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir en fait après un problème, c'est voilà, j'ai ma campagne, comment je la décline auprès de ces influenceurs? Et là, c'est souvent très difficile après à trouver des ressorts vis-à-vis des influenceurs. Donc, quand vous pouvez, essayez d'intégrer le plus tôt possible. En plus, c'est une démarche forcément avec ces influenceurs en leur disant voilà, on va faire une campagne sur telle thématique, qu'est-ce que tu en penses? Comment toi, tu traiterais les éléments? Et finalement, c'est beaucoup plus enrichissant, aussi bien pour eux que pour nous, de travailler en anticipation avec eux. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Alors, ce n'est pas des exemples de référence, c'est des exemples que nous, on a effectués à la Poste et qui ont fonctionné. C'est pour vous dire que voilà, il n'y a pas besoin non plus de faire des grandes opérations nationales sur tous les sujets. Ce qui compte pour nous, c'est d'être présent régulièrement sur les médias sociaux pour se dire qu'effectivement, cette entreprise donc, qui est extrêmement importante avec 260 000 salariés, qui a en fait un historique, une présence quotidienne avec chacun de vous, se dire aussi qu'on doit être présent sur les médias sociaux et vous présenter aussi des choses les plus sympathiques possibles. Et donc, par exemple, ce qu'on fait, nous, tout le temps, assez régulièrement, c'est que, bien évidemment, chacun a son anniversaire. Et donc, nous, on a un outil qui s'appelle, enfin, un support qui s'appelle donc Mon timbre à moi, qui vous permet de personnaliser votre timbre. Et donc, on envoie une date anniversaire, le jour de votre anniversaire ou la semaine de votre anniversaire, on vous envoie en fait un timbre, donc aux influenceurs et micro-influenceurs qu'on a détectés, un timbre, souvent c'est du profil, avec un petit mot écrit à la main. Donc, quand je vous dis tout à l'heure de la personnalisation et le langage
non, c'est ça. C'est-à-dire que j'envoie pas uniquement le timbre et puis j'ai une carte standard. C'est écrit à la main avec signé Lisa Laposte, qui est notre compte Twitter de référence. Et donc derrière, effectivement, on est vraiment en adéquation avec ces communautés. Donc là, vous voyez, avec Stéphanie qui habite Bordeaux, par exemple, vous avez Lille. Alors, j'ai pas mis Strasbourg, mais j'aurais pu le trouver sur Strasbourg. On a en fait, voilà, c'est des personnes. Alors, on n'attend pas d'eux. C'est pareil, on n'attend pas d'eux qu'à chaque fois qu'on envoie quelque chose, on ait un Instagram, on ait un Snapchat. On n'attend pas ça. En fait, on attend juste une relation de proximité avec ces personnes au quotidien. Ce qui fait que le jour où j'ai une grosse OP comme Star Wars ou sur les Mignons ou je ne sais pas quoi, derrière, on peut activer ces personnes parce qu'on a été en proximité tout au long de l'année avec eux. Donc là, on est aussi, alors je ne sais pas si je suis encore un, voilà, on est aussi sur La Poste, en fait, depuis un an, vous permet de passer le code de la route au sein de certain nombre de lieux. Et donc, on a initialement, en fait, l'entreprise n'était pas forcément extrêmement bien perçue. On s'est aperçu qu'en suivant sur l'écoute sur les médias sociaux, finalement, au départ, il y avait cette interrogation sur pourquoi La Poste va sur ce secteur-là. Et finalement, aujourd'hui, avec le fait d'avoir une simplicité d'inscription et puis derrière une capacité, une volumétrie très importante, et donc finalement on a de plus en plus de candidats qui passent par cette partie-là. Et donc on a décidé de faire une OP vraiment de proximité avec des influenceurs. Donc vous voyez par exemple là, il y en a quelques-uns. On leur a en fait proposé de parler, de faire un jeu concours autour de ce code de la route fait à La Poste pour 30 €. Et donc vous avez typiquement là, alors vous voyez, on ne voit pas forcément le logo La Poste. Alors il y en a certains qui sont plutôt sympas, qui nous le mettent au centre, mais d'autres où on le voit très peu. L'idée, c'est vraiment d'échanger avec eux. On leur fournit des kits, et puis derrière, ils vont animer leur communauté autour de ce code de la route. Donc c'est des petites OP, hein, c'est pas forcément des choses qui coûtent très cher, c'est plus des relations et c'est surtout du temps. Voilà. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de temps parce que forcément c'est des gens qui sont un peu moins influents. Si vous travaillez avec un influenceur national et puis plutôt local, forcément vous n'allez pas avoir presque le même temps à consacrer, mais l'influence ne va pas être la même. Donc c'est aussi des choses qu'il faut intégrer dans sa démarche. Donc ça peut être sur l'ensemble des réseaux sociaux, comme je le disais, aussi bien Instagram que Twitter. Et donc nous, on sélectionne vraiment en fonction des réseaux sociaux. On ne demande pas forcément à quelqu'un de balancer sur l'ensemble de ces médias sociaux. On travaille vraiment avec eux pour être efficace par rapport à leur réseau sur lequel ils sont. On a fait un autre jeu concours, par exemple, c'est sur, on travaille beaucoup avec les mamans ou les papas qui sont en train d'élever leurs enfants et qui parlent de leur expérience sur les médias sociaux. Et on a fait avec eux, par exemple, un jeu concours sur, alors je ne sais pas si on voit en dessous les dessins, vos dessins d'enfants, qui sont souvent, que vous avez sur les open space, vous voyez, à côté de votre bureau, qui sont magnifiques pour vous, mais qui finalement pour les gens qui sont à côté de vous sont assez horribles. Et finalement, on leur a proposé en disant, voilà, vous allez faire, vous nous envoyez en fait les photos les dessins de vos enfants. On va en faire un timbre. Et puis, donc on va vous l'envoyer. Donc forcément, la maman est très contente. Et on leur a proposé de faire la même chose sur leur communauté. Et donc, ça a très, très bien fonctionné avec des micro-influenceurs également. Et c'est aussi un intérêt pour les micro-influenceurs, c'est de se dire, il y a une marque un peu nationale qui vient s'adresser à moi. Et donc, comme nous, on met souvent un petit peu de médias derrière, ça les monte aussi en puissance et en visibilité. Donc, c'est aussi pour ça que pour eux, c'est toujours intéressant de travailler avec une marque. Mais vous voyez, c'est extrêmement simple. On fait un jeu concours, on récupère les photos, on fait les timbres et puis on envoie. Et donc souvent, derrière, il y a une viralisation autour de cette partie-là. Alors, forcément, quand on est une marque comme La Poste, on attend aussi des retours sur ces éléments-là. Et là, je vous ai mis un peu une synthèse de toute notre activation, de ce qu'on réalise depuis 2014 sur le sujet. Vous voyez qu'on est parti avec très peu d'activations en 2014, avec 5 activations, 172 influenceurs activés. Alors, des influenceurs activés, ça ne veut pas dire qu'on est en quotidien avec eux. Hein. C'est des gens avec qui on a contacté, avec qui on a fait des OP, mais ce n'est pas forcément toute l'année de travail avec eux. On était sur donc, à peu près 8 millions d'audiences cumulées. L'année d'après, on est monté forcément en puissance parce qu'on avait des grosses OP et on a travaillé notamment, on avait Star Wars, donc on a quand même pas mal augmenté sur cette partie-là. Et puis, avec 15 activations, 265 influenceurs et 27 millions. Et surtout l'année dernière, on a vraiment travaillé la micro-influence. Vous voyez, on a donc doublé en nombre d'activations, mais aussi le nombre d'influenceurs n'a pas forcément augmenté. Mais par contre, en audience cumulée, on a augmenté. Et donc ça, c'est un travail récurrent. Plutôt, c'est de se dire, on va travailler avec un pool assez conséquent, mais assez régulièrement avec eux pour augmenter la partie influence de l'entreprise.
Comme je disais tout à l'heure aussi, c'est que le petit influenceur, et l'exemple type pour la Poste, c'est Corben. En fait, on a débuté dès 2010 à travailler avec Corben, mais pas forcément en médias, c'est plutôt en l'aidant sur la relation client, parce que des fois, il peut y avoir des interrogations sur la capacité de livraison. Et donc, on a très vite aidé Corben sur sa capacité à recevoir ses colis correctement. Et donc, on a fait en fait un travail assez conséquent avec lui. Et puis, au final, en fait, c'est quelqu'un qui est devenu très proche de l'entreprise. On n'est pas en activation tous les ans avec lui, mais on sait très bien que voilà, il y a une proximité de la marque avec lui. Et donc finalement aujourd'hui, on travaille assez régulièrement avec lui. On a aussi choisi de, c'est bien de travailler avec les influenceurs, mais de se dire comment la marque aussi, elle est présente en proximité avec ses micro-influenceurs et avec vous au quotidien et en proximité. Et donc nous, en tant qu'entreprise, on a mis à disposition un certain nombre de comptes Twitter sur les grandes régions, qu'on a vraiment relancé au mois de mai. Et donc, il y a 13 comptes Twitter aujourd'hui qui sont disponibles pour justement être en proximité et aller chercher justement de ces influenceurs de proximité. Nous, on peut le faire, mais ça demande souvent un travail assez conséquent, assez manuel. Et donc, derrière, on propose aussi en proximité avec les attachés de presse en région de la Poste de justement travailler ces influenceurs. Et vous voyez, donc ces comptes-là permettent aujourd'hui d'être en proximité avec ces influenceurs. Mais il y a un point, en tout cas, alors quand on est la Poste, mais je pense que pour toute entreprise, finalement, il y a aussi des ressources internes. Et très facilement, on va plutôt chercher les influenceurs externes et de plus en plus de marques, en fait. Et nous, on le fait d'une manière assez conséquente maintenant. On travaille aussi beaucoup avec les influenceurs locaux et internes à l'entreprise. Et nous, par exemple, on a une grande campagne qui va débuter dans une semaine et demie, le 17. Et bien, on travaille avec les influenceurs de l'entreprise, hein, donc des gens qui ne sont pas forcément connus en tant que postiers, mais des gens qui sont présents sur les médias sociaux qu'on a identifiés. Et on leur propose, en fait, comme on le fait auprès des influenceurs et micro-influenceurs, d'être prescripteurs de la marque, d'être en adéquation avec la marque et de proposer, par exemple, en avant-première des vidéos, des gifs animés, un certain nombre d'informations privilégiées. Parce que finalement, on se dit que c'est les relais faciles, alors ce n'est pas toujours les plus simples, mais les relais les plus accessibles pour nous, et des gens qui sont finalement en adéquation avec nous. Et donc, par exemple, on a aussi beaucoup, c'est une sphère sur laquelle on adressait peu, mais on a beaucoup de commerciaux, nous, de la Poste, qui sont présents sur LinkedIn et sur les médias sociaux. Et donc, c'est des gens avec qui on travaille de manière assez conséquente pour justement intégrer dans leur démarche de social selling toute la communication de l'entreprise. Alors, je vous ai mis un exemple assez symptomatique pour nous. Voilà, je vais le mettre directement. Voilà. Donc, on a en fait fait un club des facteurs ambassadeurs. Et puis, voilà, j'arrive à cette réunion, il y avait 60 facteurs ambassadeurs. Et puis, on me dit, Patrice, si tu veux, il y a Stéphane qui est là. Alors, moi, je dis Stéphane, je ne connais pas forcément, mais Stéphane. Et finalement, vous voyez, Stéphane, alors je vous ai mis sa photo officielle. C'est Stéphane, en fait, qui est le facteur qui est situé donc, derrière, ici. Voilà. Et en fait, Stéphane était un des candidats, alors je crois qu'il y a 2 ans maintenant, à Koh Lanta. Et donc forcément, moi je le connais pas, et si je vais pas à cette réunion, je ne sais pas qui c'est. Alors c'est pas non plus quelqu'un qui a 100% sur les médias sociaux, mais voilà, typiquement, c'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer à un moment donné pour diffuser une information qui est en adéquation avec la marque. Et donc on travaille avec lui aussi sur le sujet. Et donc c'est pour ça que je disais que c'est de plus en plus intéressant pour une marque de travailler avec l'interne. C'est que là, par exemple, j'ai découvert qu'un des postiers avait un compte Twitter avec 23 000 followers, qui n'est pas du tout identifié postier, mais c'est quelqu'un qui va, vis-à-vis de la marque, notamment sur la campagne qu'on va lancer, en adéquation avec sa ligne éditoriale, va certainement bien rentrer dans le cadre et va nous accompagner aussi. Donc c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas oublier de travailler sur la micro-influence interne et l'engagement des salariés à diffuser aussi l'information. Donc pour conclure, je vous ai mis quelques grands éléments pour moi qui sont à retenir. Bien évidemment, la micro-influence, c'est des éléments de proximité, ça va sans dire, mais bon, c'est aussi intéressant. Alors, proximité, c'est pas forcément géographique, c'est proximité par rapport aux thématiques. C'est de l'échange, donc c'est des humains, les micro-influenceurs, et donc vous ne pouvez pas arriver en envoyant un mail à 250 micro-influenceurs. Vous devez travailler avec eux en proximité et en échange. C'est l'émotion, c'est de se dire, voilà, j'ai un produit à te proposer, mais je sais que ce produit-là, il est en adéquation avec ta marque par rapport à ce que tu veux faire. Voilà, il faut vraiment être dans cette explication
éducation-là, et parce que finalement, les micro-influenceurs sont des humains. Et la durée, parce que ça prend du temps d'aller les chercher, et ça prend aussi du temps de travailler avec eux sur différentes opérations. Hein. Ce qui est le plus horrible pour moi, c'est de travailler en one-shot avec un influenceur et qu'il n'entende plus parler de l'entreprise. Il faut vraiment arriver à se dire, bah, tiens, ça fait un an qu'on ne l'a pas contacté, comment je peux éventuellement le lancer par rapport à nos produits et services ou être à l'écoute. Voilà sur ce que j'avais à dire sur la micro-influence. Messieurs, je ne sais pas si j'étais dans les temps. 29 minutes, je pense que c'est à peu près... Bon, je ne sais pas si... Écoute, je pense que... Alors, je ne sais pas si on me pose des questions ou pas. Ouais. On va te poser des questions. Ah, on va poser des questions, et puis surtout le public va poser des questions. C'est un peu ça l'idée. Pas forcément, voilà. Et puis on a encore le temps, effectivement, on a environ entre 10 et 12 minutes tranquillement d'échange. On a une première question, c'est notre fil rouge. Philippe, Bureau Pilate donc. Oui, 1, 2, 3, ça marche, ça fonctionne, oui. La Poste, c'est une très vieille entreprise qui a un certain nombre de règles, de discrétion, de sécurité. Je crois même que les postiers s'engagent à ne pas dévoiler ce qu'ils mettent dans une boîte aux lettres. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans la micro-influence? Il vous a fallu combien de temps pour convaincre l'énarque qui doit être le président de la Poste à se lancer dans cette aventure? En fait, la Poste, alors je ne fais pas tout l'historique quand je fais la présentation, parce que là, l'idée vraiment était de venir sur la micro-influence, mais la Poste est, contrairement à ce qu'on pense, une des des entreprises françaises, des gros groupes qui est parti très tôt sur les médias sociaux, parce qu'on est parti en 2009. Avec une vraie volonté de la direction générale de laisser, pas totale liberté, mais grande liberté par rapport à la prise en compte des médias sociaux. Et avec toi déjà à l'époque Alors avec moi en plus à l'époque, voilà, un peu plus jeune et un peu moins grisonnant et un peu moins bedonnant, mais en tout cas c'était voilà, effectivement cette partie-là. Et donc en fait l'entreprise, elle a... alors là aujourd'hui on a Nathalie Collin qui est notre directrice en fait DGA qui s'occupe vraiment de la partie numérique et communication et qui a aussi ce même principe de nous laisser totale liberté. Elle sait que depuis 9 ans, on croise les doigts, on n'a pas eu de gros soucis majeurs et que on est voilà. Alors, ils ont pris aussi quelqu'un d'expérience et donc derrière on sait qu'on intègre cette notion de difficulté liée à la marque. Mais on a totale liberté. Sur ce qu'on fait quand on fait de la micro-influence. Ouais. Donc après, ça peut paraître étonnant, mais non, en fait, ça se passe super bien. Après, bien évidemment, quand on travaille sur des grandes marques, sur des grandes campagnes de marque, on essaie de cadrer vraiment les discours et on va peut-être moins travailler sur des influenceurs de proximité, puisqu'on est vraiment accompagné de la grande campagne. Mais maintenant, après, souvent, au bout de quelques mois, on peut utiliser ce qu'on a utilisé pour la grande campagne de marque pour justement travailler avec ces micro-influenceurs et d'avoir des messages un peu plus décalés. Mais en tout cas, pour une grande entreprise telle que La Poste, on a totale liberté sur ce qu'on fait. Il n'y a pas eu de souci. Et donc, je pense que c'est aussi une éducation du COMEX où derrière, eh ben, on leur donne assez régulièrement ce qu'on fait, l'analyse de tout ce qu'on fait, de l'activation qu'on réalise et la mise en avant. Par exemple, si on prend l'exemple du président, donc il a un pulse sur LinkedIn. Et ben finalement c'est en adéquation avec ce qu'il est et en fait je l'ai rencontré hier par hasard dans les couloirs et en fait il était assez content effectivement des échanges qu'il a en fait sur son LinkedIn Pulse avec les personnes et c'est pas quelqu'un sur lequel on a conseillé d'aller sur Twitter par exemple parce qu'il n'est pas en adéquation avec à mon avis parce qu'il n'est pas présent au quotidien sur ce réseau social. Donc il faut aussi éduquer nos comex à la compréhension des enjeux sur les médias sociaux pour se permettre après ensuite d'avoir cette totale liberté. On a une question par ici. Oui, bonjour. Là, on parle d'utiliser des micro-influenceurs dans le cadre de marché ou de produits en B2C. Quid du recours de ces personnes sur du B2B et sur un enjeu qui est aujourd'hui, en tout cas, de plus en plus important, c'est la marque employeur, le recrutement. Est-ce qu'au niveau de la Poste, vous avez aussi là-dessus recours aux influenceurs ou comment ça se passe en fait ? Alors, deux choses, si j'ai bien noté. La première, c'est par rapport au B2B, c'est ça. Et puis après, c'est sur la partie
Recrutement, marque employeur. D'accord. En fait. Alors, sur la partie recrutement marque employeur, on a fait un choix il y a, je crois, 4-5 ans. C'est qu'on était en phase de recrutement assez conséquent, puisque de mémoire, on avait plus de 10 000 recrutements. Et on a fait un choix de permettre à la direction des ressources humaines du groupe de gérer vraiment cette partie-là. Donc, on les accompagne, mais c'est eux qui gèrent cette communication. Donc, on a des comptes spécifiques qui s'appellent la Poste Recrute. On a un compte Facebook vraiment spécifique sur le sujet pour justement expliquer que cette entreprise, elle évolue, qu'elle se modernise et que finalement, en fait, on reste sur l'image d'Épinal du facteur, mais cette entreprise, elle est très digitale dans ce qu'elle fait au quotidien. On a des marques de référence comme DocaPost dans le groupe qui sont aujourd'hui leaders sur de la partie santé. Voilà, donc on a vraiment aussi besoin d'expliquer à l'ensemble des personnes aussi bien ce que l'on fait, mais surtout démontrer qu'au quotidien, cette entreprise, elle n'est pas uniquement la lettre et le colis au quotidien. Donc c'est ces médias sociaux-là qui ont cette spécificité-là. Elle n'est pas gérée par mon équipe, elle est vraiment gérée par la DRH pour vraiment travailler sur le sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Autrement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on travaille beaucoup de plus en plus avec les cibles internes. Donc là c'est tout confondu parce qu'on a voilà, beaucoup de salariés et donc derrière c'est comment identifier ces salariés et leur permettre de partager des contenus. Alors on a 150 postiers qui sont dans une application spécifique où on a plugué l'ensemble de nos flux sociaux. Ils ont plugué par exemple leur LinkedIn, Facebook et Twitter et ils peuvent partager très simplement en fait les contenus que l'on fait en centrale en rajoutant s'ils le veulent ou en programmant. Mais en tout cas c'est aussi donner à nos salariés la capacité de partager ce que l'on fait. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont diffusées chaque jour et c'est aussi à eux de sélectionner. Je parlais du social selling. On est une marque un peu référence sur cette partie-là parce que justement très tôt on a intégré pour nos commerciaux cette capacité de partage des flux et de devenir des experts sur les thématiques qui les intéressent. Il nous reste 5 minutes. Ah oui. Ah, on a le gong. Ah oui, t'as le bout du Encore truc, des- alors, Encore des questions? Oui, Hassan, je crois. Ah, Ah bah non, il me semble. Il y avait aussi là-bas, devant la régie. Sur la scène on voit pas grand-chose. Donc, Moi, j'ai eu le micro, alors je sais pas si je parle. Allons-y. vous êtes où là, voilà, d'accord. Oui, en fait, je me pose des questions sur l'efficacité, en fait, pour une entreprise aussi grande que la Poste, qui doit avoir des budgets énormes, d'aller récupérer des gens qui font entre 5 et 10 000 followers ou quelque chose comme ça. Et est-ce que voilà, vous avez une équipe dédiée, combien ça peut coûter de suivre, de prendre contact avec ces gens, etc. Est-ce que vous avez mesuré l'efficacité et comment vous êtes organisé en quelque sorte? Est-ce que c'est plusieurs personnes, plusieurs dizaines de personnes, etc. Alors non, c'est des petites équipes et des petits budgets, contrairement à ce qu'on imagine. On travaille, c'est pour ça que les campagnes de marque sont intéressantes pour nous, parce qu'on arrive à récupérer des budgets plus inconséquents quand on travaille sur les campagnes de marque. Mais non, c'est souvent des petits budgets. Alors comment on est organisé? Alors il y a toujours une partie importante pour les grandes entreprises telles que la nôtre, c'est la partie relation client. Parce que nous, en tout cas, on ne peut pas prendre la parole en permanence sur les médias sociaux tant qu'on n'a pas en fait, traité ces demandes de relations clients. Donc c'est des choses qui effectivement doivent être traitées. Et donc on a des web conseillers qui sont à la Poste qui doivent traiter cette relation sociale. Et donc il y a une équipe en fait, de 2 personnes en fait, au sein de mon équipe. Il y en a une qui est dédiée vraiment au contenu et une autre qui est dédiée plutôt à la partie influence, pas spécifiquement donc micro-influenceur. Mais vous voyez, donc c'est pas des grosses équipes. Par contre, on travaille avec une agence pour organiser l'OP, la logistique, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément intéressantes à faire en interne. Mais il y a quand même besoin, et ça je le dis toujours à mon équipe, de garder quand même le leadership sur la relation avec ces influenceurs. Parce que sinon, vous changez d'agence, derrière, vous ne savez plus qui vous avez contacté, vous n'êtes pas du tout en relation avec eux, ils sont plutôt en relation avec l'agence. Donc c'est aussi, il faut faire attention à ça, mais il faut quand même rester dedans. Et donc c'est pas forcément des budgets énormes, comme je disais tout à l'heure, parce que quand on fait l'OP code de la route, je pense qu'on a acheté nous-mêmes les petits cabas et puis les trucs sur Internet, et puis on a fait nos packages et on les a envoyés aux influenceurs. Donc c'est plutôt des choses qui sont assez simples à organiser, pas forcément beaucoup de coûts, et ça va dépendre de l'opération. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est plutôt la redondance. Voilà, c'est être présent régulièrement sur des OP de cette thématique-là, pour que derrière, vous soyez adressé sur votre zone géographique, soit par nos communications locales, soit par des communications de ciblage, soit par ces communications de proximité avec les influenceurs. Il y a des Harley à Strasbourg. On a été obligé d'ouvrir les fenêtres pour qu'il fasse un peu moins chaud. Alors je crois qu'il y a une question. Une question là-bas, ouais. Bonjour, Nicolas de VisiBrain.
Bon, Patrice, merci pour la présentation, c'était très intéressant. La personne juste avant moi m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, parce que j'avais une question justement sur la taille d'équipe, et c'est impressionnant de voir qu'avec un effectif très réduit, on arrive à gérer cette relation avec les micro-influenceurs. Du coup, ça m'amène à une deuxième question. Côté équipe, on est fixé, mais côté micro-influenceur, c'est quoi à peu près le volume de micro-influenceurs avec lequel tu essayes d'avoir une relation un peu régulière au fil des événements ou des OP que tu fais? Après, c'est comme je disais tout à l'heure, la difficulté, c'est si on augmente forcément en volumétrie, c'est la capacité qu'on a de proximité avec eux. Donc, je dirais que je pense que pour moi, il y en a, on va dire, une centaine maximum. On a à peu près 400 je crois. L'an dernier, je crois que c'est 460 ou 450, vraiment avec qui on a travaillé. Mais on a vraiment une centaine de personnes qu'on va... Alors, c'est aussi ça qui est difficile, c'est que les produits d'entreprise, on n'en sort pas toutes les semaines. Donc, il faut trouver aussi le moyen de se dire, bah, tiens, dans ta région, on lance un timbre sur telle chose qui peut t'intéresser. Ou là, on a un produit Les Mignons et on sait que tu es un peu fan de BD ou je sais pas quoi, ou ta communauté, elle est vraiment là-dessus. Donc, c'est aussi essayer à chaque fois de réfléchir sur le sujet. Donc, je pense qu'on va dire en gros 50-100 personnes qui... au moins une fois par an, est en contact avec l'entreprise. Et d'où l'intérêt aussi, comme je le disais tout à l'heure, de descendre avec des comptes plutôt en local qui vont aussi identifier cette évolution-là. C'est-à-dire que moi, un influenceur, un micro-influenceur qui était présent sur Strasbourg, un étudiant par exemple, dans le cadre de ses études, il va trouver un job dans notre endroit, même s'il peut trouver à Strasbourg, mais peut-être qu'il peut partir à Paris par exemple. Et si je ne suis pas cet élément-là, je vais le contacter en disant tiens, en fait, tu es influenceur à Strasbourg. Il va dire bah non, moi je suis à Paris. Donc il faut aussi avoir la capacité de suivre ces personnes et d'intégrer les nouvelles. D'où l'intérêt aussi. Alors, tu parles, toi, tu as un outil, mais moi, je crois beaucoup quand même à la méthode empirique, quoi. C'est de se dire, tiens, je regarde le hashtag Strasbourg, je regarde les gens qui régulièrement sont sur ce hashtag-là, par exemple, et d'identifier les gens qui sont aujourd'hui de référents. Pour ça, on avait, dans le cadre d'une OP, donc, comme je disais tout à l'heure, sur la partie timbre en région, on avait adressé les community managers des grandes régions et non pas envoyé au DIRCOM de la grande région, parce qu'on sait que c'est des gens qui sont, déjà, qui peuvent très rapidement vous mettre sur les médias sociaux votre visuel, mais ensuite, ils ne sont pas habitués à avoir une relation. Avant de me prendre un coup de poing, je vais arrêter. Non, on n'est pas comme ça ici. On est knock-out, c'est bien. Et on va attendre effectivement la dernière question. C'était la dernière question. Voilà. C'était la dernière question. Voilà. Patrice, on te remercie. Merci beaucoup, Patrice. On peut l'applaudir. Très riche, très intéressant. Merci beaucoup.